Je vais appeler la table ronde qui va être animée par Laetitia Bransard, qui est vice-présidente de la FF10, qui est aussi ingénieure de recherche dans le domaine du numérique éducatif, donc qui cumule ses compétences en plus d'être une maman d'enfant 10. Elle a organisé une table ronde qui va faire un peu suite à celle qui a eu lieu hier sur l'idée de la recherche participative, mais avec un regard, même si la table ronde va réunir chercheurs et parents et représentants d'associations, va avoir un regard plus usagé aujourd'hui. Merci Christine pour cette introduction. Donc, on a souhaité, quand on a organisé ce colloque, effectivement, s'intéresser à la recherche participative et on l'a décomposé en 2 temps. Un temps hier qui a concerné plus la recherche, où Madame Piron nous a parlé à la fois de la définition, mais aussi des freins, des leviers et des soutiens. Nathalie, présidente de la FF10, a fait un état des lieux assez rapide, puisque vous avez compris, il n'y avait pas grand-chose sur la recherche participative pour l'instant sur les 10, mais elle a quand même proposé des pistes, et ça, c'est intéressant. Et on a souhaité aujourd'hui centrer cette table ronde plus sur le rôle des usagers dans cette recherche participative. Et on va essayer, en se répartissant la parole, de voir comment, dans cette approche participative, la centralité va être accordée plus aux usagers, aux acteurs de terrain aussi. On va parler peut-être aussi des partenaires que sont tous les paramédicaux avec lesquels on travaille. Et comment cette recherche va être élaborée donc avec eux et non simplement sur eux. C'est vrai, ça va être vraiment la différence. Comment chercheurs et usagers vont s'associer pour co-construire ce projet de recherche. Donc, je propose qu'on commence par un détour un petit peu historique, un peu d'histoire, avec Michèle Charnet, qui est présidente d'AP10 Midi-Pyrénées, que je vais laisser se présenter aussi, et qui va parler pas forcément de recherche participative, mais de la première implication de parents dans une recherche importante pour les 10. Et je lui laisse la parole. Merci. Alors, je vais prendre un retour en arrière qui va commencer par un petit peu le reflet de mon histoire. En 90, très isolée dans la région toulousaine, je prends contact avec une association qui existe à Paris depuis quelques années. Et avec mes enfants, puisque j'ai 4 enfants qui ont présenté des troubles, mais je viens à Paris en fait pour faire poser le diagnostic parce que sur Toulouse, je n'arrivais pas à accepter ce qui m'était indiqué. Donc, je prends le flambeau à partir du moment où le diagnostic sur Paris a été posé. Je prends le flambeau. Et dans la région toulousaine, nous organisons un certain nombre de réunions. Ainsi, en 2002, tout d'abord en 97, une réunion à Foix avec le docteur Habib, qui vient de Marseille faire une réunion qui fait salle comble. Et à l'issue de cette réunion, c'est là que nous avons créé l'association AP10 Midi-Pyrénées. Ça, c'était en 97. En 2002, entre 97 et 2002, nous organisons un certain nombre de conférences pour faire connaître tous ces troubles, aussi bien pour les parents, mais que pour tout public. Ainsi, en 2002, pendant ces années de 97 à 2002, on a eu de fréquents contacts avec le docteur Desmonet, qui était responsable d'une unité INSERM à Toulouse, et avec lequel nous avons construit une journée d'information tout public. C'était aussi à la suite et à la mise en place progressive des groupes de travail en DISCOL, donc qui réunissaient l'éducation nationale et la santé. Et c'est le docteur Desmonet qui, au cours de cette journée, finit par obtenir que l'association AP10
intègre les groupes handiskoles, alors que nous avions eu et de refus par l'Éducation nationale. C'est lui qui nous a permis de... Oui, c'est suite au rapport Rangard, les groupes handiskoles se mettaient en place dans toutes les académies, et c'est donc par l'intervention du docteur Desmonnets que nous avons pu prendre un petit peu plus de place, aussi bien dans les groupes académiques, donc handiskoles, qu'auprès de la santé, le médecin responsable. Nous avons continué à agir dans tout Midi-Pyrénées, toujours avec le docteur Desmonnets, d'autres médecins aussi qui nous accompagnaient pour décrire les besoins des enfants et nous faire parler, nous donner la parole pour que nos besoins soient entendus. On arrive alors à la période 2007. Toujours le docteur Desmonnets qui nous contacte et nous fait intervenir dans le cadre de la préparation, il y avait l'écriture de l'expertise collective sur le langage écrit, le calcul, et il y avait eu des difficultés suite à une précédente expertise et donc l'INSERM avait organisé des réunions pour trois réunions avec la présence des associations, justement pour que les associations participent à ces réunions avant la production de l'expertise. Et quand l'expertise est sortie, il y a eu des levées de boucliers par des journalistes qui ont attaqué les chercheurs. Et là, l'association, au niveau national d'ailleurs, à ce moment-là, l'association a réécrit des lettres au niveau des réponses. On a fait des réponses aux journalistes, entre autres aux journalistes du Monde. Et donc, on disait... Peux-tu le lire parce que journal Le Monde du 17 février 2007. Les adultes dyslexiques et les parents d'enfants dyslexiques, réunis en association, agissent depuis 1983 pour faire reconnaître l'existence des troubles spécifiques du langage écrit. Ils ne peuvent tolérer que la dernière expertise collective de l'Institut national de santé et de la recherche médicale, travail minutieux de 11 chercheurs de renommée nationale et internationale, soit qualifié de « fait à la va-vite ». Ils se demandent d'ailleurs si les détracteurs cités dans l'article du Monde n'ont pas fait eux-mêmes une lecture à la va-vite. Réduire ce travail à la confrontation de deux théories tout psy contre tout fonctionnel correspond à une régression de plus de 30 ans, à une contre-vérité vérifiable auprès d'un grand nombre de familles de tout milieu socioculturel qui ont été culpabilisées et ou sont encore victimes de cette querelle dépassée. Que de débats, et ça dure une page. Voilà. C'est cette lettre que les parents réunis en association ont adressée au monde pour soutenir notre vision des choses et les chercheurs qui commencer à nous accepter dans les réflexions et la participation. À l'issue de cette réunion et de cette expertise, il faut rappeler le contexte, c'est que c'était dans un climat où il y avait encore la lutte de la reconnaissance officielle de ces troubles, tout psy et non psy. Voilà, donc on était et aussi les disputes entre les spécialistes sur les méthodes de lecture, entre les méthodes. Donc, on était dans ce climat, là encore, en 2007-2008, voilà. Et après, on a continué toutes nos actions avec le docteur Desmonnets, puis tous les chercheurs, puisque toutes ces personnalités qui sont présentes aujourd'hui, je les ai côtoyées dans tous les amphis pendant des années. Et nous avons pu ainsi participer. Le docteur Desmonnets nous a fait connaître, entre autres, Stéphanie Iannuzzi, d'autres doctorants, et vous avez participé, les familles, à tous ces travaux. Donc, ce qui est important de dire, c'est que vous avez, dans la recherche s'est passée de cette façon suivante, vous avez participé à 3 réunions, votre parole a été entendue, reconnue. Desmonnets, à l'époque, quand il parlait des familles, des parents, qu'on le rencontrait souvent, parlait de parents experts, parce qu'il pensait que les parents d'enfants en situation de handicap sont quand même les mieux
placés pour reconnaître les retentissements de ces troubles sur le contexte scolaire, la vie quotidienne et d'autres problématiques, la conduite et autres. Donc c'est très important et on verra qu'il y a eu une phase importante aussi, c'est la valorisation de ces travaux, puisque déjà, il y a eu, pour certains d'entre vous, vous le connaissez puisque vous avez participé, les DVD qui ont été faits suite à l'expertise, qui ont été envoyés aux associations et à tous les partenaires et qui ont énormément servi pendant des années et des années, nous on s'en sert encore, pour la diffusion, pour la vulgarisation. Merci Michel. C'était important de... Je pense que c'était important de faire ce petit point historique et vous voyez, 2007, c'est pas si loin. Je vais donner la parole maintenant à... On va se lancer plutôt dans l'avenir, là pour le coup, à Nicole Philibert, qui est présidente d'Atoudis, Christina Schmidt, qui est directrice adjointe du Centre de recherche de neurosciences de Lyon, qui vont présenter la Maison des 10 pour tous. On va voir comment ça peut être un lieu privilégié pour justement mettre en place cette recherche participative et avec les usagers, avoir des co-chercheurs. Merci Laetitia. Alors, il faut revenir aussi un petit peu en arrière. Il y a eu la création de la Journée nationale des 10 pour tous par la FF10 2007, qui était déployée dans les départements. Moi, je suis dans le Rhône, et les associations de familles, au fil du temps, on est monté en puissance. Tant et si bien qu'en 2016, on est arrivé à presque 3000 personnes à l'hôtel de région de Lyon. Il y avait Nathalie qui était là, avec sa bonne humeur naturelle et tout. Et on a impressionné 3000 personnes qui reviennent sur une journée pour chercher des renseignements. Et on avait réuni tout le monde. Il y avait les chercheurs, il y avait l'éducation nationale, il y avait la MDPH, il y avait les professionnels de santé, etc. Et les 10 ont été la première grande cause régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, il y a eu une année où il y a eu des réunions de réflexion. Il y a une photographie qui a été faite à l'échelle régionale de la situation. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que tout le monde réclamait du décloisonnement, que la communication devienne plus souple, plus facile entre tous les acteurs, dont les familles. Donc on a monté une association spécifique qui s'appelle Atoudis, pour permettre ce décloisonnement. Et notre idée, c'était de faire un lieu totem qui soit accessible à tous, pour que les gens arrivent à communiquer. Donc ça, c'est une idée qui est appelée à essaimer. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était en totale adéquation bien avant la stratégie nationale pour les TND. On réclamait un petit peu ce qui s'est mis en place dans la stratégie nationale. Et il y a la Fédération française, il y a le Centre de ressources en neurosciences, parce qu'on a appris à se connaître, à travailler ensemble, à aller chercher des idées, à faire diffuser les idées qui venaient de la recherche. Et puis, il y a AIMAN, qui est le Centre Excellence Autisme, et puis maintenant le Centre d'Excellence TND, qui nous a rejoints. Il y a des associations d'autres départements de la région qui nous ont rejoints aussi. Et l'idée, c'est de vraiment faire pour qu'il y ait un vocabulaire qui soit comme un vocabulaire de base. On ne va pas rester, chacun de sa place, chacun à sa place dans la Maison des 10 pour tous. Parce que les difficultés des 10, elles sont un peu transversales à tous les TND, à tous les enfants et adultes qui ont des difficultés pour le langage oral, pour le langage écrit, quelle que soit la raison. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement permettre à tout le monde, qui soit curieux, qui soit concerné au tout, de rentrer. Et la porte d'entrée, ça va être l'exposition qui est faite avec les chercheurs pour la vulgarisation. Et là, je passe la parole à Christina. Merci, Nicole. Alors oui, cette exposition, une des actions fondatrices de cette alliance entre les personnes concernées, les usagers, les praticiens, les cliniciens, les chercheurs, nous, ce qu'on croit vraiment, c'est que ce sera cette exposition qui arrive à les réunir, qui a pour but d'être scientifique, interactive, artistique, ludique, évolutive, et qui a pour but alors c'est un petit peu
Une des étapes de l'exposition sera aussi qu'elle sera itinérante. Donc, tant que la Maison des 10 n'est pas encore construite, elle va être itinérante. Mais après, elle fera partie intégrante de cette Maison des 10 pour tous, en tant que lieu d'inclusion dans la cité de ces différents partenaires. Et pour reprendre aussi un petit peu ce que disait Marie Pierron hier, elle parlait de la nécessité d'un lieu pour arriver à avoir cette recherche participative. Nous, ce qu'on croit, c'est que ce lieu, il doit être physique. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a les colloques, bien sûr qu'il y a des endroits où on peut se rencontrer de temps en temps, mais s'il n'y a pas un lieu qui est complètement dédié à ça, où il soit facile pour chacun de venir, d'exposer pour les chercheurs, pour les doctorants ce qu'ils font, de dialoguer, peut-être autour d'un café, peut-être autour d'une rencontre, autour d'une exposition, ce sera beaucoup plus difficile. On le sait très bien quand on fait de la recherche, les meilleures idées, les plus créatives, elles émergent souvent autour d'un café, autour d'un verre, dans des endroits qui ne sont pas consacrés à ça, qui ne soient pas des salles de réunion où on formalise les choses. Donc c'est ça qu'on a envie de faire vivre. Et donc cette exposition, on a eu une très très belle journée il y a 2 jours, qui a réuni des chercheurs, des ingénieurs, des personnes concernées. Il y avait Nicole, il y avait aussi, et ça c'est très important, elle a été animée et facilitée par 2 personnes dont Marine qui est là dans la salle, de la Pépinière des Talents, et Isabelle, qui savent donner corps à l'intelligence collective, parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu de comment arriver à faire travailler les gens ensemble, et c'est pas si simple que ça. Il faut peut-être des professionnels aussi pour nous aider à ça. Et donc à l'issue de cette très très belle journée super enthousiasmante, et puis il y a des gens aussi dans la salle du CRNL qui étaient là pour travailler là-dessus, on est arrivé à la définir, à imaginer un parcours, et surtout en dehors de ça, parce que ça c'est qu'une première étape, à engager les chercheurs réellement. Parce que c'est difficile pour nous de dégager du temps, de se dire on va mettre de notre énergie là-dedans. Mais voilà, engager les chercheurs, ça veut dire aussi leur redonner du sens à ce qu'ils font, parce que parfois on est un petit peu en perte de sens. Ça veut dire... alors, je ne sais plus jusqu'où je dois aller avant de te repasser la parole. Ça veut dire développer l'écoute. Ce qu'on imagine aussi beaucoup, c'est le rôle des doctorants qui est essentiel, parce que c'est eux les acteurs de la recherche, et on se dit que dans un lieu comme la Maison des 10, autour de l'exposition, autour d'un café, autour de présentation de leurs travaux qui soient beaucoup moins informels, c'est quelque chose qui peut non seulement les aider, les mettre aussi, inculquer cette culture de la recherche participative dès le départ, faciliter le lien également pour le recrutement, bien sûr, mais surtout stimuler la participation aux cohortes, aux études longitudinales qui sont très lourdes en recherche. C'est construire aussi les bases d'une confiance mutuelle et encore une fois, amener cette culture de travailler ensemble. Voilà. Une chose qui est très importante, c'est que les usagers, les parents, ont des quantités d'informations de tout genre à en retenir très vite. Il faut avoir la prise de conscience du parcours de soins, la prise de conscience du parcours scolaire, avec tous les aménagements. Donc non seulement il y aura les chercheurs dans cette exposition, mais on travaille aussi avec l'éducation nationale pour qu'il y ait toute la partie scolaire qui soit intégrée, et avec l'ARS pour qu'il y ait toutes les parties parcours de soins qui soient intégrées. Donc ça veut dire que nous, à l'heure actuelle, on fait tout le parcours que les parents pour essayer de le flécher un petit peu mieux que tous les acteurs qui n'ont pas l'habitude, parce que l'ARS n'a pas forcément l'habitude de travailler avec la recherche. Et nous, les familles, les usagers, on est les liants de tout ça, parce que c'est ce que fait la famille habituellement dans son parcours. Elle est obligée d'aller taper à la porte de l'éducation nationale, d'aller taper à la porte des professionnels de santé pour la rééducation, d'aller taper à la porte pour savoir comment se passe le parcours de soins. Et en fonction des entrées qu'elle prend, elle n'est pas toujours sur le bon chemin. Elle peut arriver dans des cul-de-sac. Et il faut refaire le chemin à l'arrière. Et toutes les familles qui le sont, et tous les professionnels qui entendent la parole des familles, le savent très bien, c'est que le parcours, on appelle ça le parcours du combattant.
Donc nous, ce qu'on veut à travers ce lien, c'est essayer de faciliter la communication. Et comme tout le monde le dit, il y a l'expertise des parents. On sait très bien que les parents sont les premiers éducateurs. Quand ça va mal, on sait très bien faire appel à eux pour leur dire que ça ne va pas. Mais il faut aider les parents avec de la bonne parole, mais de façon pas paternaliste. Vous voyez, on dit que les parents sont les premiers éducateurs, mais ils sont les premiers éducateurs avec les autres. Donc c'est ensemble que nous éduquons. Et parmi les parents, le problème qui se pose, c'est l'adolescence des enfants, où il y a des nouveaux problèmes, et on se dit que les adolescents, en tant qu'usagers, eh bien, ils peuvent apporter énormément à la recherche, par leur vision qui est différente, qui peut être totalement décalée. Leur vision qui peut être totalement décalée, mais qui, par ce décalage, peut apporter justement, comme Christine le disait, des regards complètement différents et des interrogations qui peuvent être différentes. Donc il y a une richesse de l'adolescence qui va permettre aux adolescents qui sont dans leur développement, à cet endroit, à ce moment précis, à cet âge précis, de prendre aussi confiance en eux et d'avoir des parcours qui soient meilleurs parce qu'ils auront pris confiance en eux. Moi, ce que je souhaite à titre personnel, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est qu'on se pose une vraie question. Pourquoi nous, en tant qu'adultes, nous nous autorisons à faire souffrir des enfants parce que nous ne les entendons pas dans leurs besoins? Et c'est ce que j'ai entendu à travers ces 2 jours, c'est de prendre en considération les besoins pour répondre aux besoins et à partir de là avancer. Et c'est ce qu'on voudrait faire dans cette maison des 10, avancer à partir des besoins des enfants particulièrement et des adolescents en plus. Alors, on voudrait faire un cercle. Alors, je vous remercie. Pour moi, c'est très émotionnel parce que la question de souffrance, elle ne peut pas y être hiérarchisée. On ne peut pas dire qu'il y en a qui souffrent moins que d'autres. C'est une souffrance que chacun a à titre personnel. Et c'est ça, pour moi, le fond du problème. Est-ce qu'on a le droit de continuer à générer de la souffrance d'une façon inconsciente, parce que c'est dans notre inconscient collectif, parce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur la recherche pour justement transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants, créer une société qui soit un peu mieux. Et nous, on est dans un cercle vertueux, en quelque sorte. Et on pense que justement, cette exposition qui est appelée à essaimer, et on voudrait bien qu'elle essaime, eh bien, soit le point de départ d'une réflexion commune, d'une belle réflexion. Et je voulais juste rajouter peut-être quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi, et en particulier sur lequel Franck a beaucoup insisté ce matin, c'est cette histoire de la variabilité et du décloisonnement du diagnostic. Et ce qui est très intéressant déjà comme une première observation, c'est que lorsqu'on a travaillé sur cette exposition, on nous a demandé d'essayer d'imaginer le parcours, et il y avait certains chercheurs, peut-être la moitié, qui avaient des idées très précises de quand on arrive, si on est dyslexique, on va aller là, si on est autiste, on va aller là, si on est ADHD, on va aller là. Et ça, c'est déjà une première chose à dire et à éduquer. Non, on ne fait pas ça, surtout pas ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'un des premiers enjeux aussi de l'exposition, c'est d'arriver à se dire, le développement, c'est une richesse incroyable, il y a une variabilité incroyable, il y a des parcours tellement différents. Il y a, oui, de temps en temps, un diagnostic qui doit être posé pour mieux comprendre, pour faciliter la prise en charge, mais avant tout, décloisonner tout ça. Et voilà, et c'est un des enjeux sur lesquels on va travailler, je pense, pour l'exposition, et qui fait aussi écho à ce qui s'est dit beaucoup pendant ces 2 jours. Merci à vous. Donc, je vais essayer de synthétiser ce qu'on a vu là, mais aussi faire le lien avec ce qui s'est dit hier. Donc, on a vu qu'à toutes ces étapes de la recherche participative, les chercheurs, les membres de la société civile, les usagers, les parents, on l'a vu, peuvent s'associer pour construire un projet. On voit qu'il y a plusieurs phases dans ce projet.
que déjà, c'est important de définir ensemble les questions à résoudre et les objectifs à atteindre. Ça, dans cette approche participative, c'est fondamental. Et avec la parole des usagers, comme Michel l'a exprimé, avec vos invitations dans ces groupes de recherche, comme cette maison avec un lieu concret où vous voulez que cette parole s'exprime, même celle des adolescents, et ça me paraît fondamental, vous allez pouvoir confronter ces problématiques et définir ces objets de recherche, justement. Donc ça, c'est quelque chose qui, au départ, fonde cette recherche participative. Après, il va falloir identifier les moyens pour y parvenir, comment trouver les opportunités pour coopérer, co-construire, dans quel contexte, comment avoir différents regards sur les problématiques que vous allez identifier. Et c'est important justement que vous vous indiquiez que c'est la maison vraiment pour tous, qui est plusieurs acteurs. Donc l'exemple de cette maison est intéressant. Comment créer un espace commun de production de connaissances. Ensuite, il va falloir l'organiser, cette production, et notamment la question très importante de la collecte des données. Alors, pour ne rien vous cacher, entre la FF10 et AP10 Midi-Pyrénées, moi, je vois passer à peu près tous les 15 jours, peut-être des fois toutes les semaines, des chercheurs, des doctorants, qui nous envoient des questionnaires pour collecter des données. Là, c'est assez descendant comme démarche. On n'est pas du tout contre et on en diffuse énormément. Juste à quelque chose près, c'est qu'on ne le fait pas systématiquement. On a un droit de regard. Déjà, il y a des problématiques d'accessibilité qui ne sont jamais prises en compte. On s'adresse à des enfants, des adolescents, des adultes dyslexiques et on leur colle des textes de 15 lignes à lire en avant-première et des fois des questionnaires qui se déroulent sur une demi-heure. Ce n'est pas toujours possible pour des gens qui ne savent pas lire. Donc, voilà, on essaye, enfin moi, en ce qui me concerne, ça fait partie de mon boulot, j'essaye de leur dire qu'il faut être dans le facile à lire. Et puis, il y a aussi l'approche qu'il y a par rapport aux personnes. On essaye de vérifier qu'on soit dans la bienveillance. Donc, cette collecte de données, elle va se faire aussi à partir, justement, comme vous l'avez dit, de la parole des familles, de la parole des parents, des adolescents. Et ça, c'est important. Il va falloir ensuite analyser et interpréter ces résultats ensemble pour vérifier si justement les questions à résoudre, les objectifs fixés sont bien atteints. Et ce n'est pas toujours le cas dans la recherche de retourner vers les gens auprès de qui on a collecté les données. Donc ça va notamment permettre aux chercheurs de prendre de la distance aussi par rapport à ce recueil de données, par rapport à ces recherches, ces résultats. Chose importante, dernière étape, 5e étape, c'est la valorisation. Ça, c'est fondamental. Si vous avez associé des acteurs, quels qu'ils soient, il faut à un moment donné qu'on partage les résultats, qu'on revienne vers eux, qu'on voit comment on va pouvoir les utiliser. Ça a été dit plusieurs fois hier, je n'ai plus qu'une minute et je n'ai qu'une minute. Ça a été dit plusieurs fois hier, il faut notamment proposer à l'Éducation nationale d'intégrer ces résultats dans la formation des enseignants. C'est fondamental. Il faut aussi revenir vers les personnes avec lesquelles on a travaillé pour leur communiquer les résultats de façon accessible. Ça a été dit par un chercheur hier, je reçois tel résumé d'un ophtalmo, par exemple, je suis incapable de me l'approprier. Si vous saviez, nous, parents, les résultats qu'on a reçus des centres de recherche, des CTRLA, les 3 pages que j'ai reçues, moi, pour mon fils, après le bilan du pluridisciplinaire qui ne m'a jamais été expliqué, mais que j'ai reçu 3 semaines après, heureusement qu'il y avait une orthophoniste pour me l'expliquer. C'est pareil pour les résultats de recherche. Donc voilà, quelques propositions concrètes qui pourraient être proposées dans le cadre de recherche participative, et notamment, ce qui nous apparaît important, je fais le lien avec les posters, à tous les jeunes chercheurs pour qu'ils s'emparent de cette démarche-là. On n'a plus le temps. Ce que je veux dire, c'est que cette exposition, on voudrait qu'il y ait des sorties scolaires
avec des livrets préparatoires à destination de l'éducation nationale, parce que les enseignants et les enfants vont travailler pour préparer la sortie. Parce qu'on pense que ça facilitera vraiment la communication et la prise de conscience dès le plus jeune âge des différences dues à notre cerveau, c'est tout. Et si vous voulez nous soutenir, on a une page LinkedIn qui s'appelle La Maison des 10 pour tous. Vous pouvez vous abonner. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention.